Merci pour cette introduction et merci d'être aussi nombreux. Je suis très heureuse d'être ici, notamment à ce moment-là de mon parcours parce que je viens officiellement de m'inscrire en doctorat avec l'Université d'Ottawa et donc je commence à travailler sur des projets très intéressants dont je vais pouvoir vous parler. Et je vais commencer tout de suite si mon écran veut bien se partager. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez l'écran en plein écran ou est-ce que vous avez les bordures du navigateur? On a les On voit les bordures du bordures. navigateur. Mhm. Voilà. Voilà. Déjà, je vous remercie tous d'avoir répondu à mon sondage et d'avoir été aussi nombreux à répondre à ce sondage. Ça m'a un petit peu aidé à déterminer le type de discours à tenir puisque les humanités numériques sont un univers qui est assez complexe et surtout en constante mutation. Donc pour bien comprendre de quoi il s'agit, je vais commencer par faire une présentation des notions de base, c'est un petit peu obligatoire, avec une question centrale qui va revenir, c'est qu'est-ce qu'on fait en humanité numérique en fait? Qu'est-ce qu'on produit? Comment est-ce accessible? Quels sont les tenants et les aboutissants du domaine scientifique? Mais étant donné que un domaine de recherche est très fastidieux à définir, j'aimerais vraiment vous faire cette présentation à travers les outils de travail qu'on utilise en fait dans notre domaine de recherche. Puisque souvent, quand on parle de recherche, on ne sait pas trop comment on arrive à produit digital en fait, ou à produire à toutes les productions qu'on crée. Et c'est un petit peu le but de cet atelier en fait. J'ai vraiment envie qu'on crée un moment de partage pédagogique et ludique autour de ce domaine scientifique pour un petit peu lever le voile sur les activités de recherche concrètes qu'on fait en humanité numérique. D'autant plus qu'en temps de Covid, toutes les réunions en distanciel manquent un petit peu d'humanité et d'interaction. Donc j'ai vraiment envie de m'adresser à vous en tant que collègue et pas forcément en tant qu'auditeur. Donc vraiment, si vous repartez d'ici avec la sensation d'avoir accompli quelque chose et produit quelque chose, c'est gagné pour moi. Aussi, n'hésitez pas, vraiment pas à intervenir au cours de la présentation. Je vais essayer de ne pas faire en sorte que ce soit une présentation magistrale qui serait vraiment pas intéressante et pas dans le sens que je veux faire. Donc voilà, si vraiment à tout moment vous ressentez le besoin d'intervenir, surtout n'hésitez pas. Ce serait avec grand plaisir qu'on prenne du temps pour discuter ensemble au cours du propos et pas seulement à la fin. Alors, grâce à vos réponses, j'ai pu créer ce petit nuage de mots pour un petit peu extraire pour un petit peu sortir du format sondage vos pensées et un petit peu les projeter à l'écran. Et c'est un résultat qui est très intéressant parce que la première chose qu'on voit et la première chose qu'on peut dire sur les humanités numériques, c'est que ce sont un domaine de recherche, effectivement. Et c'est un domaine de recherche en sciences de l'informatique, mais pas que. C'est aussi un domaine de recherche en sciences humaines et sociales. Alors, c'est vrai que vos réponses au sondage sont très marquées par tout ce côté numérique, informatique, web, et je peux comprendre parce que c'est quelque chose qui intrigue vraiment, c'est quelque chose de novateur, c'est quelque chose qui bouge vite, et c'est quelque chose qu'on a envie de comprendre et de suivre. Et pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait deux choses qui revenaient beaucoup dans les réponses à vos questions. C'était tout le côté informatique, numérique, environnement digital, etc. Mais c'était aussi des craintes et des peurs et des réserves, beaucoup de réserves sur le fait que ce soit compliqué, le fait que ce soit peu accessible, qu'on ne comprenne pas beaucoup de quoi il en ressort. Et j'ai essayé d'en faire un petit peu mon cheval de guerre et d'orienter ma présentation justement pour rendre un petit peu tout ça moins compliqué pour vous et juste ni plus ni moins vous montrer ce qu'on est capable de faire en fait. Vous montrer comment on le fait pour que
toute cette atmosphère, tout ce sentiment en fait de compliqué et de boîte noire un petit peu disparaisse et que vous repartiez d'ici en étant rassuré et en sachant comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que l'inconnu fait toujours un petit peu peur. Donc les humanités numériques, c'est quoi? C'est une alliance entre les sciences de l'informatique et les sciences humaines et sociales. Chacune de ces deux composantes est un univers à part entière en soi et est un univers disciplinaire. Mais les humanités numériques sont interdisciplinaires par essence. Et ça, c'est très important qu'elles soient interdisciplinaires. Parce que d'un côté, on a les sciences humaines et sociales, donc qui est une discipline disciplinaire. Et qu'est-ce qu'on a en sciences humaines et sociales? Par exemple, on a des disciplines comme l'histoire, la géographie, la sociologie, l'anthropologie. On a aussi de la linguistique, de l'ethnologie, etc. Et chacune de ces choses sont des disciplines. Et de l'autre côté, en sciences de l'informatique, qu'est-ce qu'on a comme discipline dans ce domaine de recherche-là? On a tout ce qui va concerner l'algorithmie, la statistique, l'encodage sur le web, etc. Donc concrètement, on pourrait dire que ces deux univers-là existent aux antipodes l'un de l'autre, parce que les sciences de l'informatique, c'est quasiment des sciences dures, et les sciences humaines et sociales, c'est très subjectif, c'est l'étude de l'homme, de l'individu, l'interprétation de son comportement, de sa culture, de son environnement. Donc on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ces deux choses-là peuvent bien avoir à faire ensemble? Et finalement, les humanités numériques, c'est vraiment le mariage entre les deux et l'association entre les deux. Alors pour essayer un petit peu de faire comprendre pourquoi c'est important et c'est puissant comme association, j'aime bien utiliser la métaphore du cerveau d'un être humain. C'est qu'en fait, le cerveau d'un être humain a deux hémisphères, un hémisphère droit et un hémisphère gauche, qui sont deux hémisphères cérébraux dans le fond avec une fonction différente l'un de l'autre, mais qui sont obligés de fonctionner ensemble pour que chaque être humain ait un système nerveux fonctionnel. C'est un petit peu la même chose avec les humanités numériques. On travaille dans des disciplines qui sont l'histoire, par exemple, pour moi, ça sera principalement l'histoire et un petit peu de sociologie. Et on travaille dans ces domaines-là avec des sciences de l'informatique qui vont nous permettre de créer des choses qu'on n'aurait pas pu faire sans l'intervention des sciences de l'informatique. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard en vous présentant un petit peu différents projets. J'aimerais aussi un petit peu vous rassurer sur le fait que la définition qu'on donne aux humanités numériques peut paraître très vaste et les cadres sont très permissifs. Et ça, c'est un petit peu un débat au sein de la communauté en humanité numérique, c'est que on n'est jamais trop sûr si on a envie de vraiment définir la discipline, enfin, définir les humanités numériques comme une discipline, ou si on a envie plutôt d'éviter de tomber dans ce piège-là, qui voudrait ni plus ni moins dire que on définit les humanités numériques comme discipline, donc on leur donne un cadre, on leur donne une méthode de travail et une démarche, en fait, une démarche disciplinaire. Mais finalement, ça, c'est un petit peu ce qu'on veut éviter parce que plus le cadre sera permissif et plus ça nous permettra d'avoir des libertés, d'être inventif, d'être novateur et d'imaginer des choses qu'on pourrait faire qui rentrent un petit peu dans le cadre de ce domaine-là et dans tout ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Donc il y a un petit peu un débat là-dessus au sein de la communauté des humanités numériques. C'est vrai que on ne sait pas trop si on doit vraiment définir le domaine comme une discipline ou pas, mais si vous me demandez mon avis, je pense que c'est bien qu'on nous laisse des libertés parce que c'est grâce à ces libertés qu'on est capable de se dire que ce qu'on fait, c'est novateur et ça aura un intérêt quelque part en fait. Voilà pour le domaine. Maintenant, là où je veux en venir, c'est comment et avec quoi travaille-t-on en humanité numérique, que j'ai abrégé HN tout au long de la présentation. C'est un peu ce type de démarche qu'on va appliquer. On part d'un corpus qui est disciplinaire et on veut arriver à un produit qui sera digital. Un produit digital, pourquoi? Parce que là, on est dans une démarche d'accessibilité, de partage de données, de partage de notre héritage, en fait, ni plus ni moins. Et finalement, ce qui nous intéresse, c'est comment on y arrive. C'est quelle est la méthode de travail en humanité numérique et comment est-ce qu'on est capable de passer d'un corpus qui sera, par exemple, des archives ou des images ou des textes à quelque chose qui sera publié sur le web et qui, sur le web, sera capable de créer des réseaux.
Le problème, c'est que actuellement, quand on en parle, c'est pour ça que j'utilisais le terme de boîte noire, c'est que c'est un petit peu une boîte noire dans le sens où le passage de l'un à l'autre est très compliqué, visiblement parce que c'est vrai que les sciences de l'informatique, quand on n'y connaît rien, et ben on n'y connaît rien et ça paraît tout de suite vraiment impossible à aborder. Donc pour vous expliquer un petit peu comment on travaille et ce qu'on est capable de faire, je vais vous présenter un projet qui s'appelle le projet LGLC, donc acronyme du Lesbian Gay Liberation Canada, qui est en fait un projet de publication d'archives à propos de révolutions sociales au XXe siècle pour l'égalité des sexes et la non-discrimination au Canada. En fait, ce projet part d'un corpus d'archives papier qui ont été compilées par un auteur, et toutes ces archives sont très importantes parce que en fait elles sont uniment que la représentation de l'histoire, hein. C'est l'histoire contemporaine, mais c'est l'histoire, quoi. Et ces archives, on a voulu faire en sorte de les publier en ligne pour les partager et les promouvoir, et on a fait ça grâce à une base de données. Je vais vous la montrer tout de suite et je vais aussi vous partager le lien dans le chat pour ceux qui voudraient naviguer avec moi. Hop. Normalement, tout le monde a dû recevoir un lien. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus pour faire les mêmes démarches que moi. Voilà. Je vais vous donner un instant pour ceux qui souhaitent rejoindre la base de données en ligne. Alors, on est donc parti imaginer vraiment un ouvrage papier qui compile vraiment comme un petit peu vous savez, une liste des événements qui se sont passés, une liste des personnes qui ont participé, aussi une sorte de compilation de toutes les publications qui ont été faites à cette époque-là à propos des événements. Donc ça peut être des articles de journaux, ça peut être des articles de recherche, des communiqués, ça peut être des communiqués d'ailleurs de syndicats, du gouvernement, des réalisations gouvernementales. C'est toute une énorme base de textes et d'informations à propos de toutes ces révolutions sociales qu'on a ici voulu mettre en ligne. Et on a traité ce matériel de recherche comme des entités. Donc en fait, si vous voulez, on est parti des événements et on s'est dit qu'est-ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est les événements qui se sont produits, mais c'est aussi les personnes qui ont participé à ces événements, et c'est aussi les endroits où ces événements se sont produits. Donc, on a décidé de faire une base de données avec toutes ces entités-là. Une entité, c'est vraiment, dans mon propos, un objet. Donc, un événement, c'est une entité. Les personnes, ce sont des entités. Les organisations aussi, et les endroits aussi. Donc, imaginez toujours dans votre esprit ces archives papier qui sont... Vous voyez où je veux en venir, hein, c'est fastidieux. Si on s'intéresse à ce sujet-là, d'acquérir des informations à ce sujet-là, c'est compliqué parfois d'acquérir des ouvrages, ce genre de choses. Et là, en fait, si on s'y intéresse, on a juste à aller sur le site web du projet. Et par exemple, on peut taper, si on veut s'intéresser à la ville d'Ottawa, par exemple, on peut taper Ottawa, et si on descend un petit peu, hop, on clique. Et là, ça y est. En fait, on a, grâce à ce projet, toutes les informations, tous les événements qui se sont produits à Ottawa à cette époque-là, en ce qui concerne les révolutions sociales, les révolutions sociales pour la non-discrimination. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a un réseau. Donc, si par exemple, vous cliquez sur une organisation, vous allez avoir, c'est pas très évident à l'écran, mais vous allez avoir des liens qui sont mis en gras. Ce sera plus évident sur mon prochain exemple, mais vous avez des liens qui sont mis en gras. Et en fait, on va connecter les événements aux organisations et à la ville. Et tout ça, si vous voulez, c'est visible au premier coup d'œil, en fait. C'est très accessible comme information. Donc là, par exemple, vous êtes capable de voir en cliquant juste une fois que
le 16 juin à Ottawa, qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit une réunion avec des représentants de syndicats pour discuter et rassurer les populations après que des raids de la police aient été faits dans des endroits publics. Voilà. Et vous avez ça pour beaucoup. Voilà. Chaque événement est référencé sur la droite. Et vous avez tout en fait. Vous avez la date de l'événement, vous avez la production, ce qui s'est passé en fait, le résumé détaillé de l'événement, et vous avez immédiatement connecté les endroits où cela s'est produit, les personnes qui étaient connectées qui ont participé à cet événement, et aussi la citation. Comment cet événement a été cité, quelle a été sa portée. Et là, vous voyez que par exemple, le 25 août, l'événement du 25 août a produit une grande littérature. Et pour cause, je crois que c'est celui qui impliquait les RCMP du Canada, donc c'est un corps de la police. Voilà. Donc grâce à des projets comme celui-là, il en existe beaucoup. Maintenant, c'est vrai que dans la recherche, tout le monde veut un petit peu faire de l'informatique et des humanités numériques parce que c'est grâce à des choses comme ça qu'on est capable de partager nos données, de partager nos connaissances. Et ça a une grande puissance pour déjà le public, puisqu'on rend accessible notre patrimoine culturel, notre héritage, et ça devient un outil de communication puissant qui est très bénéfique à la fois pour la recherche et aussi pour le public. C'est que partager la science, ça n'a jamais été aussi important que maintenant, dans le sens où maintenant, on est capable de le faire grâce à des moyens, il y a des biais qui nous permettent de nuancer notre propos à tel point qu'on crée des réseaux entre les disciplines, entre les gens, entre les chercheurs. Et ça, c'est très important pour nous. Et c'est un petit peu le but aussi des humanités numériques. C'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'elles soient interdisciplinaires. C'est qu'on veut vraiment rendre accessible la donnée en tant que patrimoine, que ce soit culturel, linguistique, historique, etc. On veut rendre ça accessible et on veut le rendre accessible parce que grâce à ça, on peut créer des réseaux. Donc là, je viens de répéter beaucoup le mot accessible en fait depuis le début de la présentation puisque c'est un petit peu la clé de voûte du propos. Mais pour rendre accessible des données sur Internet, il faut aussi faire en sorte qu'elles soient interopérables. L'interopérabilité, c'est aussi la deuxième clé de voûte un petit peu des humanités numériques, c'est que si on reprend notre corpus, on peut, admettons, imaginons que j'ai à ma disposition une encyclopédie du XXe siècle. Très vieille, elle est très intéressante parce qu'en plus elle est annotée, donc c'est un produit vraiment, un objet scientifique très intéressant pour la postérité, à partager, à étudier, etc. Si je souhaite faire en sorte de partager ce matériel de recherche, qu'est-ce que je vais faire d'abord? En premier, je vais peut-être commencer par scanner mon encyclopédie. Et finalement, ce que je vais obtenir à partir de ce scan, c'est une image. Et pour l'ordinateur, qu'est-ce que c'est une image? C'est des pixels. Et des pixels, c'est quoi? C'est des carrés de couleurs. Alors, c'est bien beau d'avoir des carrés de couleurs sur ton écran, mais dans le fond, ça n'a pas de valeur en fait scientifique. Donc, qu'est-ce que je peux faire à partir de cette image? La première chose que je peux faire, c'est en extraire le contenu, parce que c'est vraiment le contenu qui m'intéresse. Donc, il y a beaucoup de moyens d'extraire le contenu d'une image grâce à ce qu'on appelle des logiciels de reconnaissance de caractère optique, autrement dit OCR. Et en pratiquant des reconnaissances optiques, je peux extraire d'une image, par exemple, si on prend la page de mon encyclopédie qui parle de la Tour Eiffel à Paris, je vais pouvoir extraire le texte, vraiment le texte concret de mon image sur un document en texte brut. En fait, on appelle ça du texte brut. Et vraiment, ça va être du texte comme s'il avait été tapé par quelqu'un, en fait, comme s'il avait été écrit à la main. C'est des caractères que je vais pouvoir modifier, éditer, etc. Donc là, ça devient plus intéressant parce que ça y est, j'ai enfin transformé mes pixels de couleur en texte. Mais qu'est-ce que c'est le texte brut pour l'ordinateur? C'est ni plus ni moins que des chaînes de caractères. Et des chaînes de caractères, c'est quoi? C'est une compilation de lettres, en fait. Pour un ordinateur, ce sont des A, des B, des espaces, des virgules, etc. Ça n'a pas encore de vrai sens pour un ordinateur. Il n'est pas capable de faire quelque chose avec ça.
Là où ça va devenir intéressant, c'est que moi, après, dans ma démarche de chercheur, ce que je vais pouvoir faire, c'est encoder ces chaînes de caractères-là pour qu'elles prennent du sens. Et c'est là qu'on commence à toucher un petit peu quelque chose d'intéressant et quelque chose qui est central dans les humanités numériques et dans la gestion de nos données et notre matériel de recherche, c'est l'encodage. Euh, il y a beaucoup de façons d'encoder des données pour accomplir ce but. Donc le but qui est de faire en sorte que l'ordinateur comprenne la donnée qu'on est en train de lui montrer, de le faire lire. Et comme il y a beaucoup de façons d'encoder des données, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de certaines de ces façons-là, certaines de ces façons de faire, parce que mon objectif, c'est vraiment de vous montrer comment on crée en humanité numérique. Et j'ai un petit peu aussi que vous-même, vous puissiez essayer de créer des choses comme nous, on pourrait le faire. Donc là, j'ai obtenu mon texte en chaîne de caractères et je veux l'encoder. Comment est-ce que je peux faire pour l'encoder? Il y a en humanisme numérique beaucoup de moyens d'encoder des choses et la première d'entre elles, c'est d'encoder les entités. On peut encoder des documents et on encode des documents à l'aide d'un langage qui s'appelle le XML, qui est un langage d'encodage de texte pour des sources primaires. Donc, par exemple, en XML, on va prendre un texte et puis on va encoder, par exemple, les noms de personnes, les lieux, les dates, les auteurs. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut aussi avoir des surnoms, on peut avoir voilà, des sortes, tout ce qui peut nous intéresser. En fait, tout est encodable à partir du moment où ça nous intéresse. On peut faire en sorte que ces informations-là soient reconnues par l'ordinateur grâce à un encodage. Aujourd'hui, je vais vous parler des triplés, c'est ce qui m'intéresse un petit peu. On va essayer d'ouvrir la boîte noire en fait et de comprendre comment est-ce qu'on rend accessible la recherche. Donc tout à l'heure, on était parti, je vous avais montré un petit peu la démarche. Donc on avait notre corpus qui était notre corpus papier d'archives et on lui faisait subir un traitement pour qu'il devienne un produit digital interactif. L'un des moyens pour faire s'accomplir cette magie, ce sont les triplés. Alors un triplet, qu'est-ce que c'est? Un triplet, c'est ni plus ni moins qu'une association d'idées et une définition de relation. C'est-à-dire qu'on va expliquer à l'ordinateur ce qu'il est en train de lire. Et comment on va expliquer ça? On va lui dire, écoute, tu es en train de lire cette phrase, par exemple, la tour Eiffel se trouve à Paris. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ce que c'est la tour Eiffel, laisse-moi t'expliquer ce que c'est Paris, et laisse-moi t'expliquer la relation entre les deux. C'est ça un triplet, en fait. C'est la relation entre un sujet et un objet via la description du prédicat, pour utiliser un petit peu le jargon. C'est là où j'essaye un petit peu de vous faire rentrer dans cette boîte noire, de l'ouvrir un petit peu et de vous faire comprendre comment est-ce qu'on fonctionne avec nos données. Nos données sont précieuses hein, et on ne va pas forcément tout encoder. On a des problématiques de recherche suivant le projet dans lequel on travaille. Et par exemple, les entités qui intéressaient le projet LGLC tout à l'heure, c'était, comme je vous l'ai dit, les événements, les lieux, les personnes, les organisations. Ça, c'est vraiment les entités qui ont été encodées pour qu'on puisse travailler avec. Par exemple, j'ai travaillé en partenariat avec un laboratoire de littérature de l'université Jean Monnet. Et eux, leur objectif scientifique, c'était d'encoder dans leurs archives les noms des auteurs et les noms des personnes pour comprendre quel était le réseau professionnel d'un imprimeur, en fait, au XVIIIe siècle. Et eux, ce qui les intéressait vraiment, c'était les gens, en fait, les auteurs et les lieux d'impression des ouvrages du XVIIIe, les originaux. Donc voilà, en fonction de la problématique de recherche, on va vouloir ou pas encoder les données différemment ou pas. Là, dans ma présentation maintenant, j'aimerais un petit peu vous faire toucher de plus près au triplet RDF parce que, si vous voulez, il y a plusieurs moyens de partager ces données et le triplet RDF, c'est un petit peu notre Saint Graal en fait en humanité numérique. C'est vraiment ce vers quoi on tend et c'est ce vers quoi c'est ce pourquoi on s'efforce en fait de faire voilà, de travailler, de faire tous ces efforts. Et je vais introduire le mot web sémantique. On s'est rendu compte en fait que le web était un monstre qui ne faisait qu'ingérer des choses en fait.
Et si vous voulez, quand vous allez sur Internet et que vous allez sur une page web, concrètement, ce que vous voyez, c'est un document. La page web est un document. Et la page web est un endroit qui est localisé sur le web grâce à une adresse. Vous avez des URL au sommet des pages qui sont des ressources qui sont des localisateurs en fait. Et concrètement, qu'est-ce qu'on a fait avant de réaliser en fait la valeur des données? Qu'est-ce qu'on faisait? On se disait, mais on a plein de documents qui communiquent entre eux par des liens hypertextes, mais c'est tout ce qu'on a en fait. Une page web, en soi, juste une page web, on ne peut rien en faire. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est les données à l'intérieur et les partager. Et il y a, je pourrais vous le montrer en fait, si vous voulez, ce serait plus... Hop. Ce sera plus pertinent de vous le montrer comme ça. On a un monsieur qui s'appelle Tim Berners-Lee, qui est un petit peu le fondateur du web, qui s'est dit, écoutez, c'est bien d'avoir un web, mais si on ne sait pas correctement gérer les données qui sont sur le web, on va les perdre en fait, et on va rien en faire. Donc il a dit, c'est l'heure de mieux traiter les données, et comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, on peut faire ça d'abord en s'interrogeant sur comment les encoder. Et vraiment, c'est là tout l'intérêt du projet et tout l'intérêt de l'activité de recherche, c'est vraiment la gestion des données. Par exemple, maintenant, c'est rare qu'on vous demande d'envoyer un document qui ne sera pas en PDF. Et c'est pour une raison bien simple, c'est que le PDF, c'est un format qui est supporté par beaucoup de machines et c'est un format avec lequel on aura très peu de problèmes quand on essaiera de le lire. Sauf que le PDF, c'est vraiment la première étape sur le chemin de l'interopérabilité. Et l'interopérabilité, c'est ça en fait, c'est de faire en sorte que les données soient lisibles, compréhensibles et gérables par n'importe quel système et par n'importe quel ordinateur. Donc si vous voulez, vous partez, on peut dire que vous êtes un chercheur qui avait travaillé sur la reproduction d'une certaine espèce de mammifère en Europe du Nord, voilà. Et vous avez vos données qui sont compilées dans un document Word. Ce que vous voulez faire d'abord, si vous commencez par gérer ces données-là et par les partager, vous allez en faire un fichier PDF parce que vous êtes sûr de cette manière que vos données ne seront pas altérées par les formats des systèmes et qu'elles vont rester un petit peu, qu'elles vont avoir le même format et qu'elles ne seront pas mises sans dessus-dessous par les systèmes. Donc vous allez les mettre en PDF et vous pourrez les partager avec qui vous voulez sur le web. Mais là où ça pêche, c'est que au sein d'un fichier PDF, c'est toujours le même problème. En fait, il s'agit d'un document. Et la donnée qui est à l'intérieur n'est pas traitée. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit qu'on allait faire? On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne traiterait pas nos données grâce à des bases de données? Parce que dans une base de données, on peut vraiment directement intégrer la donnée et la décrire en fait. On lui ajoute des descripteurs qui permettent de la caractériser et ces bases de données-là, on en a fait des tonnes. On en a fait des tonnes à tel point que, notamment en archéologie, on a créé des bases de données qui sont énormes et qui sont vraiment fondamentales pour l'étude de certaines périodes, comme par exemple l'âge du fer. On a un laboratoire à Lyon qui a créé une base de données qui s'appelle Artefact et qui est vraiment incroyable par sa richesse. Mais le problème de bases de données comme celle-ci, c'est que elles sont créées dans un format qui n'est pas en mesure de faire en sorte qu'elles soient partageables sur n'importe quel système sur le web. Et ça, c'est un petit peu un problème pour les humanités numériques parce que ça veut dire que c'est pas accessible. C'est pas accessible pour tout le monde, c'est pas accessible pour n'importe quel système. Donc la solution actuelle qu'on a trouvée à ça, c'est les données ouvertes liées, autrement dit Linked Open Data, et c'est un petit peu en passant par le RDF qu'on y arrive. Donc en passant par nos triplés. Si je reviens dessus. Voilà. Donc toute la problématique de gestion des données, c'est les décrire. Alors il y a différentes façons de les décrire et ça passe par la définition des relations. Alors pour ce faire, je vais un petit peu
je vais vous expliquer ce que veut dire identifiant unique. Hop. Alors, imaginez que j'ai bien conscience que tout ce que je vous dis, ça paraît peut-être un petit peu flou. On parle d'envoyer des données sur le web, on parle d'encoder des données, mais dans le fond, à part, enfin, on voit pas bien comment ça fonctionne, on sait pas bien comment ça marche. Donc, je vais utiliser la métaphore du satellite qui, pour moi, est assez intéressante. C'est que la métaphore du satellite, c'est qu'on a 3 équipes de chercheurs qui décident d'envoyer un satellite dans l'espace pour étudier une comète. Donc, on peut avoir différentes équipes de chercheurs. On aura des chercheurs notamment, on peut dire en France, on peut dire qu'on en aura au Canada, parce que le Canada, on adore. Et on peut dire qu'on aura une équipe d'astronomes russes qui vont aussi décider d'envoyer un satellite dans l'espace. Donc tout le monde décide d'envoyer son petit satellite dans l'espace avec sa problématique de recherche propre au laboratoire dans lequel on se trouve. Par exemple, les Canadiens vont décider que eux, ce qui les intéresse, c'est la traînée de gaz libérée par la comète. Bon. Les Français, eux, vont décider que ce qui les intéresse et ce sur quoi ils veulent travailler, c'est les composés chimiques de la comète. Donc on va vouloir faire un prélèvement à la surface de la comète. Et après, les Russes vont pouvoir dire, ben, nous, ce qui nous intéresse, vraiment, c'est l'orbite, en fait, le trajet, la géographie de cet objet-là dans notre espace, dans notre galaxie. Donc, on va vraiment essayer d'étudier son mouvement, voilà, son cycle. Donc, tout le monde envoie son petit satellite dans l'espace, sa petite sonde, et en fait, essayez d'imaginer l'affaire comme certes, on a 3 laboratoires différents, mais chacun envoie dans l'espace une sonde construite sur le même modèle. Donc une sonde qui a exactement la même architecture physique et une sonde qui fonctionne exactement avec les mêmes logiciels. Chaque sonde part dans l'espace et chaque sonde commence à faire son petit voyage en fonction des objectifs qui ont été déterminés par les scientifiques. Donc les Français vont faire un prélèvement sur la comète, les Canadiens vont étudier la traînée de la comète et les Russes vont étudier le cycle et le mouvement. Le fait est que, en faisant cela, au bout d'un moment, comme les sondes sont construites sur le même modèle, elles vont être capables de communiquer entre elles. Et à ce moment-là, peut-être que la sonde française va communiquer avec la sonde russe et va lui dire, écoute, si ça t'intéresse, j'ai des informations sur la composition de sa comète. Et ça pourrait peut-être expliquer sa vélocité ou le fait qu'elle emprunte ce chemin, ou ça pourrait expliquer des choses qui seraient intéressantes pour toi. Donc est-ce que tu voudrais être capable de lire mes données? Et la sonde russe va peut-être dire oui, ça m'intéresse. Et d'un autre côté, il y a les Canadiens qui vont dire, et nous, on dispose de données sur la traînée de la comète. Donc la traînée de la comète, c'est également en lien avec la composition même de la comète. Donc il y a la sonde française qui va dire, mais moi, j'ai des données par rapport à la composition de la comète. Donc ce serait intéressant de savoir s'il y a des particules de la comète, du cœur de la comète, qui sont libérées dans sa trace, par exemple, etc. Donc vous avez tout ce petit monde qui va se mettre à pouvoir échanger des données. Et pendant ce temps, sur Terre, vous avez les scientifiques qui vont recevoir ces données et qui vont se dire, tiens, on avait envoyé une sonde dans l'espace pour étudier la comète, mais en fait, on reçoit des données à propos de son parcours dans notre galaxie et des débris qu'elle lâche sur son chemin. Et finalement, c'est un petit peu cette métaphore, c'est un petit peu tout ce que sont les humanités numériques, si vous voulez. Parce que si on reprend notre histoire des sciences humaines et sociales et des sciences de l'informatique, on peut dire que les Canadiens, les Français et les Russes sont nos disciplines, donc ce sont nos astronomes, et la discipline ici, c'est l'astronomie, qu'ils veulent étudier un corpus qui sera notre comète. Et comment est-ce qu'ils veulent étudier cette comète? Grâce à des sondes qui, on pourrait le dire, seraient ici, dans notre métaphore, les sciences de l'informatique. Et vu que tout le monde utilise le même moyen d'étudier le même corpus, mais pas avec la même réflexion scientifique, on va être capable d'échanger des données. Si par exemple, on avait construit la sonde russe sur un modèle différent que la sonde française, les 2 sondes n'auraient pas forcément pu communiquer entre elles et n'auraient pas pu échanger des données. Et là où c'est précieux, c'est qu'en revenant sur Terre, les données qui ont été échangées vont être capables peut-être
nuancer un petit peu le propos de chaque équipe, même si chaque équipe s'interroge sur un sujet différent l'une de l'autre. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour nous en sciences humaines et sociales, c'est que parfois, grâce à ces techniques de partage de nos données, on est capable de créer des liens entre universités et entre laboratoires parce qu'on se dit, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on travaillait sur les mêmes choses et on a des données qui pourraient vous être utiles à vous et vous, vous avez des données qui pourraient nous être utiles à nous. Donc, est-ce qu'on n'essayerait pas de mutualiser certaines ressources pour mieux comprendre notre objet d'étude dans le cadre de nos problématiques scientifiques de recherche? Le vrai problème de tout ce schéma, de toute cette démarche, c'est l'identification. Si vous voulez, chaque sonde, quand elle va partir dans l'espace, sera traquée par son équipe de chercheurs grâce à un GPS. Et ça, c'est primordial. On n'a pas envie d'envoyer une sonde dans l'espace et de plus jamais la revoir parce qu'on a envie d'obtenir les données qu'elle contient et les données qu'elle a récoltées. Donc, on lui a mis un GPS pour ne pas la perdre et pour la commander à distance, si vous voulez. En fait, c'est la même chose avec les triplets. On va donner à nos entités de recherche des identifiants uniques qui vont nous permettre de ne pas les perdre lorsqu'on va les partager sur le web. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la gestion des données et dans l'obtention de leur interopérabilité, c'est que un identifiant unique, c'est vraiment la carte d'identité d'une entité sur le web. Il y a beaucoup de tités dans cette phrase. Ça veut dire qu'on va être capable de suivre nos données et aussi d'être sûr que les données qu'on va partager dans nos réseaux seront identifiées parce que si par exemple vous travaillez sur un projet, par exemple si on reprend mon encyclopédie avec ma tour Eiffel. Admettons que moi je travaille sur cette encyclopédie-là et cette tour Eiffel-là. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le contenu de l'encyclopédie et pas forcément le reste, mais peut-être que je passe à côté d'autres choses. Admettons qu'à l'autre bout du monde, il y ait quelqu'un d'autre qui travaille sur la même époque que moi par rapport à cette encyclopédie et qui, d'une manière ou d'une autre, arrive à retrouver l'auteur de mon encyclopédie. Ben, moi, si je n'ai pas encodé mes données d'une certaine manière qui a fait que mes données soient interopérables sur le web, je ne saurais jamais que cette personne a travaillé sur la même chose. Et c'est ça un petit peu tout ce qu'on cherche à accomplir, c'est qu'on veut être sûr que les choses dont on parle avec nos données sont les mêmes choses que dont une autre personne va vouloir parler. Par exemple, on veut être sûr que la tour Eiffel qui va être présente dans mon encyclopédie sera la même tour Eiffel que le chercheur à l'autre bout du monde qui est aussi en train d'étudier Paris. C'est à ça que ça va vraiment servir un identificateur unique. Et ça, c'est vraiment très puissant pour nos domaines. Alors, je vous ai parlé des triplets, mais je ne vous ai pas dit comment on faisait pour définir la forme de ces identifiants uniques. En fait, comme je vous disais, on veut être sûr qu'on parle de la même chose, qu'on parle tous de la même chose. Donc pour ce faire, on a créé des fichiers d'autorité qui sont ni plus ni moins que un référencement de ressources et des descripteurs de ressources qui donnent des identifiants uniques aux personnes, aux lieux qui existent. Ça peut vraiment être de tout. Il y a des années qui ont des identificateurs uniques. Il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir des identificateurs uniques. Il y a des groupes de musique peuvent avoir des identifiants. Voilà, des livres peuvent avoir des identifiants. Des œuvres peuvent avoir aussi des identifiants uniques. L'idée, c'est vraiment d'associer chaque entité à une carte d'identité qui sera la même pour tout le monde. Parce que c'est comme ça qu'ensuite, on sera sûr de parler de la même chose et qu'on sera sûr de pouvoir échanger sur cette même chose. Les fichiers d'autorité qu'on utilise un petit peu principalement, je vous les ai affichés ici. Bon, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Et ici, par exemple, on a celui proposé par la librairie du Congrès,
qui va fonctionner, enfin, qui est immense, hein. C'est vraiment, là, vous voyez, ça couvre beaucoup de formats, dont du RDF. Et celle-ci va couvrir les identifiants pour les noms de personnes, d'organisations, d'événements, d'endroits et aussi de titres. On a des œuvres qui sont présentes sur la librairie du Congrès. On a aussi des fichiers d'autorité qui vont être destinés principalement aux lieux, comme GeoNames, qui est très très bien fait, qui se présente sous cette forme. Et on va être capable vraiment de dire, bah, voilà, moi, si par exemple je m'intéresse à... Bah, là, on était sur Paris, donc on va retourner à Paris. On va aller voir la Tour Eiffel. D'accord. Hop. Ça veut bien marcher. Évidemment, ça marche quand on travaille dans son coin et quand on veut le montrer en public, ça ne marche plus. Hop. Voilà. Sur ce fichier d'autorité, j'ai donc à ma disposition l'identifiant unique de la Tour Eiffel, qui sera ce petit numéro que vous voyez ici. C'est pas très évident quand on le voit comme ça. Mais si par exemple dans mon projet de recherche, je veux parler de la Tour Eiffel, je vais faire en sorte d'utiliser cet identifiant unique qui me permettra de donner un lien permanent vers la ressource et d'être sûr de ne pas la confondre avec une autre ressource. Par exemple, on sait qu'il y a plusieurs tours Eiffel dans le monde. Je veux être sûr que l'entité que je suis en train de décrire, c'est bien la Tour Eiffel de Paris et pas la Tour Eiffel d'ailleurs. C'est pareil pour les personnes. Pour les personnes, on utilise un fichier d'autorité qui s'appelle VAF. Hop, et qui est aussi énorme, par exemple, si je veux chercher Shakespeare. Voilà, je peux chercher Shakespeare. Et ici, je vais obtenir sa fiche. Et si, par exemple, dans mon encyclopédie, j'ai un article destiné à Shakespeare, je vais être capable, quand j'encoderai les entités présentes dans mon encyclopédie, de pointer vers William Shakespeare, qui sera ce William Shakespeare-là, et pas un autre. Et je ne le confondrai pas avec un autre. Ce qu'il y a de bien aussi avec ce format-là, ce qui fait sa force, c'est que, en fait, peu importe la langue dans laquelle on parle, le format de la donnée sera le même. Donc, peu importe si je parle français, anglais, russe, chinois ou japonais, l'ordinateur sera capable de comprendre que je suis en train de parler de William Shakespeare. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on est en train de donner à notre recherche une portée qui est internationale, et on est en train de créer des outils qui font que on peut faire de la recherche internationale, en fait, parce qu'on est capable de communiquer avec n'importe qui grâce à ce format de données. Un triplet, si vous voulez, sa structure ne changera jamais. Ce sera toujours un sujet, un prédicat et un objet. Et ensuite, l'identifiant unique de nos ressources à l'intérieur de ce triplet sera toujours le même. Si je parle de la Tour Eiffel à Paris, ce sera l'identifiant que je vous ai montré plus tôt. Si je parle de William Shakespeare, ce sera cet identifiant-là. Donc peu importe que la phrase que je suis en train d'encoder soit écrite en français, en anglais ou en je ne sais quelle langue, la façon dont je vais encoder ces données-là sera la même. Et ça, ce sera les mêmes pour n'importe quelle personne sur cette terre qui utilise ce format d'encodage-là. Et ça, c'est très puissant. Alors, maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit que un triplet RDF décrivait les relations entre un sujet et un objet. On sait que là, je viens de vous expliquer comment est-ce qu'on disait à l'ordinateur que la Tour Eiffel, c'était bien la Tour Eiffel de Paris et que Paris, c'était bien une ville. On utilise des identifiants uniques qui pointent vers des fichiers d'autorité. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour décrire une relation? Pour décrire une relation entre un sujet et un objet, on utilise des ontologies. Une ontologie, c'est un moyen de décrire des ressources et des relations. Et on en a plusieurs. Il y a vraiment des ontologies qui existent pour tout, en fait. Si vous tapez ontologie sur Internet,
Vous allez trouver une ontologie pour la musicologie. Et on a la très célèbre Dublin Core pour tout ce qui est les métadonnées. J'ai aussi mentionné Cork, qui est un descripteur de ressources de personnes. Et toutes ces ontologies sont vraiment ce qui vont permettre de dire à l'ordinateur, je suis en train de te parler de la Tour Eiffel de Paris, mais qu'est-ce que je suis en train de te dire par rapport à la Tour Eiffel de Paris? C'est qu'elle est située à Paris, en fait. Elle est vraiment localisée à Paris. Et si on avait c'est bête, j'aurais dû le faire. Mais si on avait un petit peu la représentation en langage ordinateur de ce triplet, on aurait quasiment que des chiffres ou des préfixes. Parce qu'on est en train de donner à l'ordinateur un identifiant unique, si vous voulez, ce sera des chiffres. Et ce qui va décider de l'identité d'une ressource, ce sera le fichier d'autorité. Et ce qui va décider de la relation d'une ressource sera l'ontologie. Grosso modo, c'est ça. Maintenant, si vous voulez, je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu plus. Attendez, il est là. Ce dont je suis en train de parler en illustrant mon propos par un petit exercice. Bon appétit. Voilà. Alors, hop. Juste un instant. Je sais quoi, je vais quand même la réactiver. Alors, ça arrive, c'est juste que mon logiciel d'encodage est un petit peu lourd. Là, je suis vraiment en train de vous montrer ce qu'on utilise, un petit outil qu'on utilise. C'est vraiment un logiciel d'encodage tel que j'utilise tous les jours dans ma vie d'apprenti chercheur. Voilà. Hop. Tiens, je vais vous montrer ça. Hop. Voilà à quoi peut ressembler un triplet. Et là, ce que je vous montre, c'est d'autant plus émouvant que c'est une construction qui est en cours. Donc, ceci est un ensemble de triplets. Ceci est un triplet. Hop. Ceci aussi. Tout ça, c'est un ensemble de triplets. Mais il y a beaucoup d'erreurs, en fait, dans ce triplet. Puisque ce fichier RDF appartient au projet LGLC et on est en train d'essayer de trouver la meilleure façon d'encoder nos données pour les transformer en triplet RDF. Et au départ, on a commencé comme ça. Je vais vous montrer vraiment une application dans le dur pour illustrer un petit peu ce que je raconte depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous disais que le projet LGLC était à propos d'événements. Et ben, vos événements, voilà, typiquement, votre événement, il est là. Donc ici, vous avez un événement. Alors, si vous vous rappelez bien tout ce qu'on avait dans la base de données tout à l'heure, là, le petit icône bleu qui, quand on cliquait dessus, était toute belle et renvoyait un texte tout beau lié avec tout le reste. En fait, concrètement, ce qu'il y a derrière cette belle animation, c'est ça. C'est un encodage. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a notre événement qui est identifié, puisque l'identification, vraiment, c'est au cœur de tout. Tout ce qu'on fait est identifié, toutes les entités, toutes les données sont identifiées. Et notre événement, l'événement numéro 64.4 ici, on sait qu'il s'est déroulé en 1964 et on sait qu'il s'est déroulé à Montréal. On sait aussi que les personnes qui ont pris part à cet événement, il y avait Paul Toupin par exemple, et cette personne est identifiée ici.
Et on a ensuite la description de l'événement et la bibliographie liée à l'événement. Donc ça, ce que je suis en train de vous montrer, c'est vraiment la première étape dans le passage du corpus d'archives au produit digital. C'est qu'on va prendre le texte qui est la chaîne de caractères de tout à l'heure et qu'on va faire en sorte d'expliquer à l'ordinateur ce qu'il est en train de lire. Donc, par exemple, Paul Touquin, on va dire à l'ordinateur, bah ça, Paul Touquin, tu vas comprendre que c'est une personne. Tu vas comprendre que Montréal, c'est un endroit. Et ensuite, on va utiliser cet encodage-là pour créer des triplets. Alors là, c'est un petit peu la première méthode qu'on a utilisée pour créer des triplets et c'était pas forcément la bonne parce que c'était une méthode sur laquelle j'ai travaillé et qui était très fastidieuse. C'est qu'en fait, pour passer de ce document qui est un document de texte encodé bien sûr, à ce document-là qui se veut être un document fait de liens uniquement, comme ici, on doit avoir recours à une transformation dans un autre langage d'encodage. Donc en fait, si vous voulez, vous avez 3 étapes d'encodage et ça devient très compliqué et très redondant. Euh, et c'est pas très efficace. On essaye vraiment de tendre vers l'efficacité quand on travaille en informatique et on va toujours, par exemple, dans un algorithme, trouver le chemin le plus rapide pour faire fonctionner l'algorithme. Là, c'est un petit peu pareil. On avait commencé en se disant, bon, bah, on a notre corpus d'archives qui est encodé dans ce langage-là, qui est donc du XML, et on veut produire des triplets RDF. On va les produire dans le langage qui est du XML. Mais on s'est dit, en fait, c'est un petit peu fastidieux, ça demande beaucoup de temps, et la création de ce fichier de triplet vraiment n'est pas du tout quelque chose qui s'exporte en fait. C'est le fichier qu'on va utiliser pour transformer ça en ça est unique pour ce fichier-là parce que si vous voulez, la structure de ce fichier-là sera peut-être pas la même qu'un autre fichier qu'on va utiliser. Donc en fait, on s'est dit mais là, on est en train de perdre du temps plus qu'autre chose parce que on a tous nos fichiers d'archives qui sont encodés, mais chaque fichier d'archive n'est pas encodé de la même manière. Et on va vouloir transformer tous ces fichiers-là, mais à chaque fois, il faudra créer une transformation pour aboutir à nos triplets. Donc, c'est pas du tout efficace. Et en ce moment, on est en train de travailler au sein du projet à une nouvelle méthode d'encodage des données pour créer des triplets avec un logiciel qui est un petit peu plus automatisé. Voilà, donc ça, c'était pour la petite histoire. Mais si on en revient à nos triplets, voilà vraiment à quoi ça peut ressembler en ce qu'on appelle une sérialisation XML RDF. Donc, c'est vraiment le langage qu'on utilise pour créer le triplet. Tout à l'heure, je vais vous montrer, je vais essayer de vous faire un petit peu travailler sur des triplets qui seront écrits en Turtle, qui est vraiment beaucoup plus simple pour le coup et beaucoup moins indigeste à l'œil. Mais tout ça pour vous expliquer que voilà, on a vraiment chaque ressource, donc chaque événement, est caractérisé par des relations. Ça devrait pas être là par exemple. Est caractérisé par des descripteurs de relations et chaque événement ici, par exemple, serait dans le cadre de notre schéma de triplet. Est-ce que je peux reprendre? Hop, attendez. Hop. Je vais revenir pour vous faire le parallèle en direct. Ici. Voilà. Hop. Donc là, tout à l'heure, je vous disais que un triplet était l'alliance entre un sujet, un prédicat, un objet. Dans notre exemple ici, dans notre vrai exemple en code, l'événement, c'est le sujet. L'objet, ça va être par exemple la date à laquelle a eu lieu l'événement, le lieu où s'est produit l'événement. Et le prédicat sera ceci, la description de la relation entre l'événement et l'objet, par exemple le lieu. Voilà. Donc ici, on a l'événement qui est le sujet, Montréal qui est le lieu, et la relation entre ces deux, c'est une relation de localisation. Et ici, on a un descripteur pour dire, voilà, ça c'est la localisation. Donc ton événement, il s'est produit à Montréal. Voilà. Donc ça ressemble littéralement à ça, et ça, on en fait tous les jours quand on travaille en humanité numérique. Au bout d'un moment, on finit par avoir flou. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez essayer
de pratiquer par vous-même et je vais vous aider, ne prenez pas peur. Hop. Je vais vous envoyer dans le chat un petit lien. Hop. Si tout va bien, vous devriez arriver sur une page où on vous propose 3 choix. Voilà. Donc là, vous êtes maintenant devant 3 choix. Je vais aussi... Vous voyez que quand vous cliquez sur l'un des choix, je vais partager sur mon écran pour les personnes, par exemple, qui n'auraient pas réussi à atteindre le lien. Vous voyez que le sujet de ce triplet, c'est Macbeth, et ici, on parle de Shakespeare. Donc, on se situe, pour donner un petit peu de contexte, dans, admettons, on peut imaginer qu'on est dans un laboratoire de chercheurs qui étudie toute la production littéraire de Shakespeare de son vivant. Et on a envie de faire une base de données qui référence ces ouvrages et de faire une base de données avec des données encodées en triplets. Donc on va créer des triplets. Et comment on va créer ces triplets-là? On va utiliser la méthode très simple qu'on connaît qui est qu'on va définir des sujets, qu'on va définir un objet et qu'on va établir des relations entre nos sujets et nos objets. Dans ce cas de figure-là, Shakespeare sera l'objet. Désolée, je regardais les questions. Donc, dans le cas de figure présent, ce sera William Shakespeare notre objet et Macbeth notre sujet. La relation entre les deux, c'est que l'un a été écrit par l'autre. Et là, j'aimerais que vous vous amusiez à choisir quelle serait la bonne description pour chacun des morceaux du triplet. Donc, vous voyez que vous avez 3 choix à chaque fois. Vous avez ce qu'on appelle un préfixe au tout début. C'est une suite de lettres qui se situe avant les 2 points. Et ensuite, vous avez un numéro. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on utilisait une ontologie qui s'appelait Dublin Core pour créer des relations entre un sujet et un objet. Vous pouvez en déduire que DC ici fait référence à Dublin Core. Donc c'est simplement un pointeur pour l'ordinateur pour lui dire bah là, je suis en train de te décrire une relation définie par mon fichier d'autorité, mon ontologie qui est le Dublin Core. Là, c'est pareil, je suis en train de te parler d'une personne ou d'un titre d'ouvrage qui est référencé dans le fichier d'autorité VAIF par ce numéro-là. C'est pareil, là, vous avez la même chose. On est en train de parler d'une personne ou d'un titre d'ouvrage qui est référencé dans le fichier d'autorité de la librairie du Congrès par ce numéro-là. Maintenant, si vous avez envie, vous avez les 2 numéros qui sont ici affichés et vous pouvez effectuer une recherche pour trouver dans VIAF et dans la banque de la librairie du Congrès vers qui pointent ces 2 identificateurs uniques. Puisque ça, les numéros, c'est les numéros que je vous ai montrés tout à l'heure concernant Paris ou concernant Shakespeare, c'est vraiment leurs identifiants uniques. Alors, je peux vous remettre, si vous voulez, hop, les liens vers les fichiers d'autorité. Donc voilà le premier. Et je vais vous mettre le deuxième. Et vous pouvez aller vous amuser à naviguer à l'intérieur du site, des 2 sites web en fait que je vais vous envoyer, pour trouver à qui renvoie chaque numéro. Est-ce que le numéro sous LCCN renvoie à Macbeth ou à Shakespeare? Et est-ce que le numéro A, là, qui est préfixé via F, renvoie à Macbeth ou à Shakespeare? Et après, en fonction de vos trouvailles sur les sites web, vous pourrez donner la réponse à la question. Hop, je vais juste chercher le deuxième. Tac. Qui est
Non. Qui est ici. Voilà. Voilà, donc maintenant vous avez les deux sites web et vous avez aussi les deux numéros dans les réponses multiples. Et vous pouvez vous amuser à les farfouiller. Et une fois que vous avez fait votre choix, alors est-ce que là par exemple Macbeth, qu'est-ce que ce serait le sujet tel qu'il serait compris par l'ordinateur? Est-ce que ce serait la réponse A, est-ce que ce serait la réponse B ou la réponse C? Vous pouvez choisir et une fois que vous avez fait votre choix, hop, vous pouvez cliquer sur soumettre et on pourra étudier les réponses ensemble. Je vais vous donner un petit instant. Si par exemple, pendant l'instant que je vous donne pour répondre aux questions, enfin répondre au petit exercice, certains d'entre vous ont des questions ou aimeraient que je m'étende ou que je reparle de certaines choses, vous pouvez tout à fait intervenir. On va attendre un instant de plus avant de révéler les réponses aux questions. Et si vous avez la bonne réponse, ça voudra dire que j'ai bien fait mon travail et que vous avez compris tout ce que je vous ai raconté depuis 1 heure. Et s'il y a beaucoup de mauvaises réponses, ça veut dire que j'étais très mauvaise. Voilà. J'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure par rapport à un équivalent pour Oxygène. C'est vrai que Oxygène fonctionne avec une licence professionnelle. On avait utilisé un logiciel, si je me souviens bien, qui s'appelait XML Copy Editor, il me semble. Et il me semble que celui-ci est libre de droit, mais ne dispose pas de toutes les fonctions qu'un logiciel comme Oxygène propose. Mais après, s'il s'agit là juste de voilà, vous-même essayer un petit peu d'encoder des données, de faire un petit peu des essais, de vous amuser à voir comment ça fonctionne, vous pouvez tout à fait aller le télécharger et faire des essais. Peut-être que je pourrais. Peut-être que je pourrais, en attendant, si jamais il y en a d'autres qui sont en train d'effectuer des recherches. Euh, Oups, télécharger. Mais c'est vrai que je ne sais pas dans quel cadre cette question-là avait été posée, mais si c'est juste simplement par curiosité personnelle ou vraiment à vocation d'application dans le monde professionnel. Mais dans tous les cas, oui, c'est ça, c'est XML Copy Editor. Et oui, il y a une licence gratuite pour 30 jours avec Oxygène si jamais vous voulez aussi essayer de l'utiliser. Le point fort d'Oxygène, en fait, c'est qu'il vous permet d'avoir une interface multiple quand vous travaillez avec des documents XML. Concrètement, le langage XML, c'est un langage qui sert à encoder des sources primaires. Donc, c'est tout ce qui va être des textes, des archives, de la littérature, des pièces de théâtre, des lettres, ce genre de choses. Et ce qui est très fort, c'est qu'en fait, une fois que vous avez une fois que vous avez encodé votre document XML, grâce au logiciel, vous pouvez transformer ce texte-là en autre chose. Et là, quand je dis en autre chose, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une page, ça peut être du HTML en fait, à vocation d'intégration dans une page web. Ça peut être du RDF comme je vous l'ai montré là tout à l'heure. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc c'est très puissant ce logiciel-là dans ce sens-là en fait. Dans le sens où une fois que vous avez encodé votre document, votre source primaire, il va vous permettre de transformer et d'en extraire certaines informations pour les présenter sous une autre forme. Donc si par exemple, admettons que on va reprendre mon exemple de l'encyclopédie parce qu'il marche bien.
disons que chaque événement que j'ai créé ici soit pas un événement dans mon exemple, mais soit un article de mon encyclopédie. J'aurai beaucoup d'articles les uns à la suite des autres. Si mon but, c'est de les publier sur Internet pour créer une encyclopédie en ligne, je peux le faire avec ce logiciel. Là, vous voyez, je vais vous agrandir la barre, ce sera d'autant plus impressionnant. Mais vous voyez la quantité d'événements qu'on a recensés pour ce projet et toutes les listes ne sont pas ouvertes, hein. Voilà. Au total, il y avait 3165 événements, si ma mémoire est bonne. Mais voilà, imaginons que toutes ces choses-là, en fait, sont des articles de mon encyclopédie. Bah, ce logiciel-là va me permettre de créer une transformation, un fichier de transformation qui va aller chercher dans ce texte-là des informations et qui va leur changer leur format, en fait, qui va changer le langage d'encodage en du HTML, par exemple. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir ensuite prélever mon fichier HTML et faciliter sa mise en ligne sur Internet, par exemple. Ça, je ne sais pas si XML Copy Editor le fait. C'est une bonne question. Alors, c'est une excellente remarque, le problème des logiciels propriétaires. On a beaucoup de problèmes en humanité numérique dont je n'ai pas parlé. Parce que je voulais vraiment vous montrer un petit peu comment on travaille, vous montrer les techniques d'encodage qu'on utilise pour essayer un petit peu voilà, de dédramatiser et de vous donner un petit peu des solutions, des réponses aux questions que vous posiez sur les techniques et les méthodes de travail. Mais on a beaucoup de problèmes et ces problèmes concernent à la fois les logiciels et à la fois les données en elles-mêmes. D'abord les logiciels parce que, par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit que pour le laboratoire, dans le cadre de ce document-là, on travaille avec Oxygène qui nous a permis de créer cet ensemble de triplés en XML RDF. Mais en fait, après ça, quand on s'est rendu compte de ce que ça créait, on s'est dit mais c'est pas efficace, c'est pas très bien, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de bruit en fait là-dedans, il y a beaucoup de choses qui vont pas, il devrait pas y avoir de texte en fait. Concrètement là, ça devrait pas y être, il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas être là. Donc on s'est dit on n'a pas forcément peut-être la bonne méthode pour ce qu'on veut faire, donc on va essayer autre chose. Et on a essayé d'autres choses, mais on a voulu utiliser des outils qui étaient libres de droit, on va dire. Notamment un outil qui s'appelle, je vais vous le montrer, ce sera plus parlant, qui s'appelle Xtriples, qui est un logiciel qui permet en fait tout simplement de produire du RDF à partir d'un document XML et ceci est un générateur automatique. Donc ça faisait en gros le travail que moi j'avais fait à la main en créant un fichier de transformation, ça le faisait automatiquement. Mais le problème de cet outil-là, c'est que bien qu'il soit disponible en ligne et qu'il soit accessible à tous, on n'a pas forcément la main mise sur la séquence de transformation. Et du coup, en fonction des données qu'on lui donne à manger, le produit qu'il va créer, le résultat en fait de l'extraction, de la transformation, comportera sans doute beaucoup d'erreurs. On a eu beaucoup d'erreurs parce qu'en fait, il va pas réussir à vraiment comprendre nos données, souvent comprendre la structure de notre document. Donc, ça renvoie beaucoup d'erreurs. Et comme on n'a pas la main mise sur le générateur, on peut pas modifier les erreurs et on peut pas trop, on peut pas trop améliorer nos extractions. Là, actuellement, on est en train d'utiliser autre chose. Je ne vais pas pouvoir vous en parler vraiment en profondeur parce que c'est quelque chose qui est en cours, qui est un petit peu sous scellé, on va dire. Mais c'est un autre logiciel qui, lui aussi, est un petit outil en ligne qui ne nécessite pas de téléchargement, qui est vraiment accessible en ligne et qui permet de faire du mapping. C'est-à-dire que là, c'est pareil, on va donner à manger notre fichier à un générateur.
qui va extraire les informations pertinentes et nous les recracher dans un format RDF. Et en fait, la force de ce truc-là, c'est qu'il va le faire en fonction, enfin, c'est qu'il le fera selon des standards qui sont des standards de modélisation des données vraiment très en vogue actuellement et vraiment en phase avec ce qu'on fait. Par exemple, là, le descripteur de ressources qu'on utilise, ça sera ça. On va utiliser le CIDOC CRM, donc peut-être que certains d'entre vous connaissent. Mais notre but, ça va être d'utiliser un modèle comme celui-ci pour gérer nos données. Voilà. Je pense que maintenant, tous ceux qui ont voulu répondre au... Hop. Répondre hop, au petit sondage l'ont fait. Donc on va vérifier les réponses. Ça va. Ça va. Vous avez bien compris que le numéro de la librairie du Congrès, c'était bien celui qui est renvoyé à Macbeth. Et que l'identifiant VIF, c'était bien celui qui est renvoyé à Shakespeare. En fait, vous ne pouviez pas vous tromper forcément sur le prédicat. Parce que... enfin, si je comprends la marge d'erreur, en fait. Je comprends que peut-être certains d'entre vous aient mis... Je regarde. Je comprends que vous ayez voulu associer créateur à William Shakespeare parce que en lisant le tronçon du triplet, on peut se dire ah bah créateur, c'est qui le créateur de Macbeth? C'est William Shakespeare. Mais en fait non, parce que ce format-là, ça n'a pas d'identifiant unique. Là, il y a rien qui me dit que je suis en train de parler de William Shakespeare, si vous voulez. Alors que là vraiment, j'ai l'identifiant, le numéro, la carte d'identité de William Shakespeare sur le web. C'est ça qui est important dans la création d'un triplet. C'est pareil pour Macbeth. Là, j'ai vraiment la carte d'identité de Macbeth sur le web dans ce tronçon de triplet. C'est pour ça que je vous dis que vous ne pouviez pas vous tromper sur ces deux-là. C'est que vraiment, ce qui est important de retenir, c'est que nos entités, elles ont un identifiant unique sur le web qui est une URI, qui est un numéro, une adresse. Voilà. Et donc, ça, c'est bien... Le prédicat, c'est bien le créateur, parce que William Shakespeare est le créateur de Macbeth. Donc, c'est quoi la relation entre Macbeth et William Shakespeare? Bah, c'est un rapport de création, en fait. Donc, c'est bien lui qui a créé Macbeth. Voilà. Hop. On peut faire un deuxième petit exercice, si vous voulez. Ça, je viens de vous le montrer et en fait, je veux juste m'assurer que vous avez bien compris encore une fois. C'est que ça, c'est un triplet en XML. Et je vous demande dans cette question, quel est le sujet de ce triplet? Et pour répondre à la question, il suffit juste de cliquer sur l'image. En fait, vous allez, voilà, vous voyez, il y a le triplet qui est écrit ici. Et il vous suffit de cliquer à l'endroit de l'image où vous pensez... voilà, lequel vous pensez être le sujet du triplet. Donc là, si je vous le lis en langage en français, en langage humain, ça veut dire concrètement que le premier événement de 1964 s'est déroulé à Montréal. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Pour l'ordinateur, c'est ça que ça veut dire. Que le premier événement des manifestations LGLC de 1964 se sont déroulés à Montréal. Donc là, à votre avis, quel est le sujet du triplet? Quel est le prédicat? Quel est l'objet? Quelles sont vraiment les deux entités prépondérantes dans ce triplet et quelle est la relation entre elles? Et vous avez juste à cliquer sur l'image à l'endroit que vous pensez être la réponse. C'est intéressant le commentaire qui vient d'être posté sur la conversation. C'est un petit peu le deuxième morceau de réponse que je voulais apporter tout à l'heure.
C'est qu'en fait, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait deux gros problèmes en humanité numérique, celui des logiciels et celui des données. Et en fait, le problème qu'on a au niveau des données, c'est l'éthique. L'éthique et la confidentialité des données. À quel moment décide-t-on que nos données sont sensibles? C'est vraiment ça le terme, c'est données sensibles. Qu'est-ce qui définit une donnée sensible? Donc, on a beaucoup de problèmes dans ce sens-là et on essaye d'y remédier en créant des environnements de partage de données qui soient protégés. Mais du coup, ça va un petit peu contre le fait de rendre accessibles nos données. Parce que si vous voulez, si on crée un environnement protégé dans lequel on va partager des données, les seules personnes qui vont avoir accès à cet environnement sont des chercheurs. Et dans ce cas-là, on ne rend pas la recherche accessible au plus grand nombre. Donc, on rate un petit peu, on rate le coche, quoi. On a de l'accessibilité, mais on a de l'accessibilité qui est juste scientifique et qui n'est pas publique, en fait. Et c'est vraiment ce vers quoi on veut tendre. Donc, il y a beaucoup de façons de protéger des données sensibles et l'une des façons, c'est de les anonymiser. Par exemple, là, pour le projet LGLC, quand on a des enregistrements à propos de personnes qui ont des descendants encore en vie, on va essayer de mettre en place des processus d'anonymisation des données pour protéger les familles. Quand il s'agit de personnalités publiques, on ne va pas forcément le faire parce que la vie de ces gens-là est déjà sur Internet. Mais quand on a voilà, des personnes privées, des êtres sensibles encore existants par voilà, leur descendance, leur héritage, c'est vrai qu'on va essayer de protéger les données. Et en fait, ça je vous le dis dans le cadre de l'histoire, en fait, de l'archive, enfin, dans le cadre d'un corpus où on traite des archives. Mais il y a des projets en humanité numérique qui ont lieu dans des disciplines comme la médecine. Et il y a vraiment des chercheurs qui traitent des données, enfin des données à propos de personnes pour étudier des maladies, pour étudier plein de choses en fait. Enfin, la recherche médicale, voilà, on peut imaginer tout ce qu'on veut à propos de ça. C'est pas mon domaine d'expertise, mais en tout cas, il y a beaucoup de projets en recherche médicale et en humanité numérique et c'est notamment grâce à ça qu'on est capable de créer des liens entre les disciplines parce que j'aime bien un petit peu parler de cet exemple, mais Tim Berners-Lee a donné une conférence TED il y a quelques années quand il a commencé à parler des données ouvertes liées. Et il a dit, voilà, par exemple, il a cité par exemple que le fait d'utiliser des standards d'encodage des données qui soient communs au plus grand nombre permettent de partager, de créer des ponts entre les disciplines. Et c'est comme ça qu'on a réussi à montrer que il y avait des marqueurs génétiques de la maladie d'Alzheimer dans la moelle épinière. Bon, moi, je suis pas spécialiste de médical en attendant, donc voilà, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu où je veux en venir par rapport à ça. Mais bien sûr qu'on a des moyens, on a comment on appelle, des chartes éthiques et on essaye au maximum de protéger les données sensibles, mais c'est compliqué à gérer tout ça. Il y a beaucoup de contraintes quand on traite de données à propos d'individus, notamment au Canada, parce que, je fais un petit aparté, mais la culture, l'héritage, l'archéologie, l'histoire, on va dire, canadienne ont beaucoup été pillées. Et pour s'en protéger, le gouvernement a mis en place tout un tas de chartes, voilà, de lois, de trucs un petit peu dans ce sens-là, pour protéger ce qu'on dit et comment on utilise les données de l'histoire canadienne. Et en tant que chercheur, si on travaille sur ce sujet-là, sur la culture, sur des individus autochtones, ou etc., sur la culture autochtone, en fait, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Si on travaille sur la culture autochtone, il faut s'y soumettre et faire en sorte que notre recherche respecte ces chartes d'éthique. Et elles sont longues et très spéciales, mais on peut les comprendre.
J'ai une collègue qui m'avait raconté lorsque j'étais à Ottawa que elle travaillait à la sauvegarde des archives autochtones, donc des archives du territoire. Et tout ce qui était à propos des individus, à chaque fois qu'elle parlait de la culture, elle rencontrait une très forte méfiance et résistance de la part des populations locales, puisque elle allait elle-même, enfin, physiquement, dans les territoires autochtones, et elle rencontrait les communautés sur place, puisque la culture de ces communautés est très orale. Donc en fait, elle, son objectif, c'était d'enregistrer un petit peu cette culture, de la mettre sur du papier et de la conserver, de la garder, de la protéger aussi. Et en fait, un jour, elle était arrivée dans un village et elle voulait vraiment protéger l'histoire de ce village, et elle voulait accéder au registre de l'Église, en fait, aux actes de naissance, de décès, de mariage, un petit peu comme nous, on peut le faire actuellement. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de le faire, mais vous pouvez vous amuser à faire la généalogie de votre famille en allant sur les sites des mairies et en essayant de trouver un petit peu votre descendance, parce que vous avez accès au registre, aux actes, etc. Eh bien, c'est ce qu'elle a voulu faire, elle, en fait. Elle a voulu s'adresser aux responsables d'une église dans laquelle étaient conservés les registres papier, enfin les ouvrages, vraiment les vrais registres papier pour, à l'épreuve du temps, forcément, ils se seraient dégradés, les informations à l'intérieur se seraient perdues. Et en fait, le l'officiant de l'église n'a jamais voulu lui les donner. Il était là: «Non, je veux le protéger. Ce livre, c'est un trésor et c'est toute ma vie. C'est ce qui a fait que voilà, cette communauté existe. Je veux protéger mon histoire et je veux pas vous donner mon livre.» Et elle était là: «Mais si, moi justement, c'est ce que je veux faire aussi, parce que je veux prendre votre livre et je veux le digitaliser. Alors, je vais en créer un produit digital avec. Et ça fait que votre livre, il sera d'autant plus protégé parce que bah, il sera dans un format numérique, en fait, et il pourra pas être abîmé par le temps, par un dégât des eaux, par un feu. Il pourra pas disparaître, quoi.» Et il y avait un petit peu ce combat, ce débat d'idées là de comment finalement on protège la culture. Et c'était très intéressant. Donc voilà, c'est juste un petit aparté pour vous parler un petit peu d'éthique et des problèmes qu'on peut avoir quand on s'adresse et qu'on étudie des individus. Bon, je vois que ça a arrêté de pinguer sur mon image, mais effectivement, le sujet du triplet, c'est bien principalement là où vous avez tous cliqué, donc j'imagine que vous avez bien compris de quoi il s'agissait. Et le sujet de ce triplet-là, c'est bien l'événement. Vous voyez d'ailleurs que l'événement possède une URI, un identifiant unique, là, qui est caché derrière vos réponses. Donc cet événement-là possède vraiment un identifiant sur le web. Et c'est celui-là. Donc ça veut dire que quand on va parler de cet événement, on va utiliser cet identifiant et on saura que grâce à cet identifiant, on est vraiment en train de parler de cet événement-là et de pas d'un autre. Donc ça, c'est le sujet. L'objet du triplet, c'est bien Montréal. Donc là, on a bien une URI pour Montréal. Celle-ci, ça, c'est un pointeur, c'est un pointeur temporaire en fait que le projet a utilisé pour éviter de mettre du texte. Donc c'est juste un pointeur à un fichier, le fichier qui concerne les lieux en fait du projet, parce qu'on a un fichier pour les événements que je vous ai montré qui est là. Hop, on a le même fichier avec tous les lieux, on a le même fichier avec toutes les personnes, et on a le même fichier avec toutes les organisations. Donc ça fait beaucoup de monde. Et du coup, en attendant de vraiment aller récupérer, hop, en attendant d'aller récupérer l'URI, on avait mis un identifiant temporaire. Mais le fait est que voilà, l'événement, c'est le sujet et il a bien l'identifiant. Montréal, c'est l'objet, il a bien l'identifiant. Et la relation entre les deux, c'est une relation spatiale. Donc, c'est bien ici, on a location qui décrit que l'événement s'est déroulé à Montréal. Voilà, donc je suis assez contente qu'il y ait eu principalement des bonnes réponses.
Je vais rapidement terminer maintenant en juste vous montrant un dernier petit outil avec lequel vous pouvez jouer de votre côté. Hop, je vous le partage dans le chat. Voilà. Là, aujourd'hui, je vous ai principalement parlé d'encodage, mais c'est pas la seule chose qu'on fait en humanité numérique. En humanité numérique, on fait aussi de l'analyse de texte. Et cette analyse de texte, vous en avez ici un petit exemple grâce à ce petit site. Donc, par exemple, là, ça tombe bien, on va sélectionner, si vous voulez suivre en même temps que moi, vous allez dans Ouvrir, vous sélectionnez un corpus, on va prendre celui de Shakespeare parce qu'on est dans le thème, et c'est parfait. Vous cliquez sur Ouvrir, et là tout un monde s'ouvre à vous. C'est vraiment un outil hyper interactif avec lequel vous pouvez vous amuser et vous pouvez lui faire dire beaucoup de choses. Par exemple, là, on a le très standard nuage de mots qui dit, qui montre quelles sont les entités les plus citées dans l'ouvrage. Donc là, c'est... Hop, vous avez la référence tout en haut. Et vous avez aussi, là par exemple, je peux vous montrer aussi quelque chose. Alors par exemple, si je clique là, voilà. Si je clique sur un mot ici du nuage, sur le petit graphique à côté, donc le graphique vous indique la fréquence du mot et aussi son environnement. C'est-à-dire que si vous cliquez sur une occurrence, alors déjà il vous le sort dans le texte, et en plus il va vous sortir le terme juste en dessous, le mot-clé, avec tout son environnement. Donc par exemple c'est comme ça que si vous avez, là vous étudiez cette œuvre-là et vous avez envie de savoir, là le logiciel vous dit, dans ton texte, le mot lord est cité 3346 fois. Si vous avez envie de savoir pourquoi il est cité 3346 fois, vous allez vouloir étudier son environnement. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que, en fait, là on va parler de tous les lords de Hastings, du maire de Londres, etc. Et vous allez pouvoir étudier son environnement direct dans le texte et isoler toutes les entités en fait. Toutes les entités qui sont liées au terme lord. Et c'est comme ça que peut-être vous allez vous dire, ah bah tiens, on parle beaucoup de lord, du lord de Hastings. Qui c'est cette personne? Pourquoi est-ce qu'on parle autant de lui? Etc. Donc il y a beaucoup, de petites choses à faire par rapport à ça. Voilà, vous avez beaucoup de choses. Vous pouvez un petit peu vous amuser avec ce logiciel-là. Bon, après, on part sur des choses très techniques, mais il y a des choses très intéressantes à faire si ça vous intéresse pour faire un petit peu d'analyse de texte. Mais c'est vrai que j'ai déjà beaucoup parlé, donc au bout d'un moment, il va falloir que je m'arrête, sinon je pourrais continuer comme ça ad vitam aeternam, et vous avez sûrement autre chose à faire de votre après-midi. Donc je vous remercie d'avoir été si attentif et j'espère vraiment que vous avez saisi un petit peu l'essence de ce domaine-là qui est vraiment interdisciplinaire dans le sens où on n'est pas dans la démarche de simplement étudier un corpus avec une question et de tirer les conclusions par rapport à cette question uniquement. On veut vraiment ouvrir son corpus, ouvrir ses données pour être capable de les nuancer, pour les partager et pour les rendre accessibles. C'est vraiment le maître mot de tout notre travail. Donc voilà, j'espère que vous garderez quelque chose de cette ouverture de boîte noire et que vous avez bien compris que voilà, forcément il y a un petit peu de rétention d'informations techniques, mais c'est très bien. Je ne sais pas si la personne est présente, mais parmi les réponses qu'on m'a données pour le sondage, on m'a parlé d'un projet que je peux peut-être vous montrer si ça vous intéresse pour aller plus loin. Attendez voir. Voilà.
Je ne sais pas si la personne qui m'en a parlé est présente, mais ce serait intéressant qu'elle se manifeste. Mais il s'agit... Hop. Voilà. Partager. Il s'agit de ce projet-là. Et donc ça, c'est voilà, une personne qui a répondu au sondage m'a dit que elle avait connaissance de ce projet. Donc je n'ai pas compris si elle avait travaillé pour le projet ou si simplement c'était un projet qu'elle connaissait, mais c'est le projet Biblissima. Et en fait, c'est un portail interactif qui a été créé pour étudier et visualiser la diffusion du savoir au XVIIIe siècle. Et en fait, quand vous cliquez sur Explorer, vous arrivez sur cette page et vous tombez sur des cartes. Et en fait, il y a des cartes. Ils ont extrait, je pense, de leurs données, des données de localisation. Ils ont créé des cartes interactives avec. Et vous pouvez cliquer sur les petits points là. Et en fait, ça vous renvoie vers des lieux dont sont issus des manuscrits. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et ça, c'est aussi, je vous ai montré la base de données GLC, mais ça, c'est aussi l'une des choses qu'on est capable de réaliser. Et il y a beaucoup de projets, hein, il y a beaucoup, beaucoup de choses en ligne, il y a beaucoup de choses interactives, donc voilà, c'est très intéressant. Et en plus, après, on peut cliquer dessus et ça renvoie vers les lieux. Voilà. Je peux vous mettre le lien si jamais vous voulez aller voir de vous-même. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Oui, il y a Nicolas Michel qui essaye de parler. On vous écoute. Oui, j'aurais peut-être des bruits autour, excusez-moi, j'ai une Non, jeune il n'y a chienne. pas de mal. Oui, je voulais dire surtout que Wikipédia était organisé sous cette forme. Bien sûr. Et il peut y avoir des ateliers qui sont faits aussi dans le domaine de la culture pour pouvoir justement travailler avec Wikimedia, l'association, et leur demander de venir pour travailler sur des articles même, par exemple de promotion d'une ville ou pour promouvoir l'objet d'une association et compléter soi-même, apprendre à compléter soi-même, donc à travers des exercices comme ceux que vous nous avez présentés très, très justement. D'ailleurs, à ce propos, on peut en parler, hein, le site Wikipédia est quand même très bien fait. Ils ont d'ailleurs un pendant qui s'appelle Wikidata et qui est en fait hébergé par la Wikimedia Foundation et qui est une base collaborative qui recense en fait tout le contenu de Wikipédia, mais qui partage tout simplement des URI. Donc c'est génial pour nous parce que quand, par exemple, j'ai travaillé sur un projet où on étudiait le réseau d'une écrivaine écossaise. Et en fait, elle était en contact avec beaucoup de personnes qu'on ne connaissait pas du tout. Et en fait, on a trouvé ces personnes sur Wikipédia. Et grâce à Wikidata, qui est donc le pendant base de données de Wikipédia, et ben, on a pu trouver des URI pour ces personnes-là. Donc ça nous a un petit peu sauvé la vie. On était dans notre projet, on était là, bon, on a beaucoup de gens, on ne sait pas trop qui c'est, on ne sait pas trop ce qu'ils font là. Et en fait, grâce à Wikidata, on a pu trouver des identifiants uniques pour ces personnes-là et ça nous a permis de créer des données interopérables. Voilà. Donc c'était super. Et il y a des très bonnes initiatives hein, autour de ça. Je peux partager. Hop. Je vais partager le lien dans le chat si jamais ça vous intéresse. Et d'ailleurs, j'ai parlé d'accessibilité, mais j'ai pas forcément expliqué comment quelqu'un qui pourrait être vous serait en mesure de naviguer dans, par exemple, un univers de triplet. Mais je vais vous le montrer tout de suite si vous voulez, comme ça, ce sera fait. En fait, les triplets n'existent pas n'importe où dans le web. En fait, ils sont stockés dans ce qu'on appelle un triple store.
qui est une sorte de bibliothèque de triplet. Et ces bibliothèques sont accessibles via une interface. Et par exemple, pour Wikidata, c'est cette interface, ça s'appelle le Wikidata Query Service. Et si je trouve un lien direct, ça pourrait être intéressant. Voilà. Alors, je peux vous partager mon écran si vous voulez, en fait. Ce sera plus simple. Voilà. Et je vais partager le lien dans le chat. Tac. Donc, c'est le lien querywikidata.org. Et en fait, là, typiquement, vous avez le site Wikidata qui ressemble à ça. Voilà, donc qui est en tout point semblable à Wikipédia. Hein, si on tape, par exemple, si on recherche ma fameuse écrivaine, on tombe sur sa page et en fait, ça là en haut, hop, vous voyez un numéro. Et en fait, ce numéro-là, c'est l'identifiant unique de mon écrivaine. Voilà, c'est ça un petit peu la force de Wikidata, c'est qu'on a tout de suite les URI et en fait, on a des données liées pour tout. Donc par exemple, là, si on va prendre... je vais trouver un truc intéressant. Voilà. Là, si on descend en fait sur la page de Wikidata, qui nous fournit une URI, en fait, on a le fichier d'autorité VIAF que vous connaissez maintenant, qui est cité. Donc en fait, on est sûr que la Daina Maria Craig que je suis en train de consulter ici, c'est cette personne. Donc c'est bien mon écrivaine. Et si je veux citer mon écrivaine dans mon projet de recherche, je vais utiliser cette URI parce que je serai sûre que c'est cette personne. Et si d'autres personnes vont consulter mes données, elles seront sûres aussi que c'est bien de cette personne qu'il s'agit là. Et ça nous a vraiment été utile dans le cadre de ce projet parce que voilà, comme je vous le disais, on avait plein de personnes qu'on connaissait pas du tout. Et grâce à Wikidata, on a pu les trouver et leur donner un petit identifiant. Et c'était top. Voilà. Mais dans tous les cas, quand on a un utilisateur comme vous et qu'on veut faire des recherches dans un triple store, on utilise ce qu'on appelle un Sparkle Endpoint. Je vous avoue que l'expérience utilisateur n'est pas top dans le sens où le Sparkle Endpoint, c'est en fait un langage de requêtage. Donc si on n'y connaît rien en requête et en informatique, concrètement, ça va être très compliqué. Mais on est en train de créer des choses, notamment Percé a fait ça très bien. Percé a aussi un triple store dans lequel on peut naviguer et qui est très, très interactif aussi. Donc là, par exemple, si je veux chercher, si moi je suis un utilisateur qui veut rechercher quelque chose dans Wikidata, bah, je vais taper ma requête, mais concrètement, une requête, ça ressemble à quoi? Si par exemple, on veut extraire de Wikipédia toutes les données qui concernent des chats, on va cliquer et voilà. Voilà à quoi ressemble une requête. Donc voilà ce que vous, en tant qu'utilisateur, vous devriez taper pour naviguer dans voilà, tout ce qui est entité concernant des chats. Concrètement, ça donne pas envie et personne n'y comprend rien. Donc voilà, on est en train de travailler dessus et il y a vraiment des beaux projets. Il y a 2 projets en fait. Il y a un projet en Europe qui s'appelle le projet Triple, qui est vraiment tend vers ça en fait, qui tend vers la création d'un univers et d'une interface utilisateur qui sera pratique et navigable par tous, qu'on soit chercheur ou qu'on soit public et néophyte, donc ce sera bien. Et c'est un petit peu la même du côté canadien, il y a le projet Lynx aussi. Et le projet Lynx, c'est la même chose en fait, ils vont aller voir les musées, les bibliothèques, les institutions publiques, tout ce qui est une structure culturelle qui possède des informations en fait, et ils vont aller leur demander leurs données, ils vont les mettre en ligne sur un triple store, et le triple store sera une véritable interface navigable par tous. Et ça, c'est très bien, c'est vraiment ce qu'on veut accomplir en fait, on veut rendre les données accessibles. Donc voilà. Voilà pour le petit aparté de nouveau. Hop. J'ai une question. Oui. Il faut que vous parliez anglais couramment pour bien utiliser tous ces logiciels.
C'est un plus, oui, Oui, parce que, il y a beaucoup de langages d'encodage qui sont en anglais. oui, Donc oui, c'est nécessaire c'est ça. de maîtriser la langue. Après, j'ai envie de dire oui et non, parce que dans le sens où, si vous savez c'est comme, c'est juste une technique en fait, c'est une méthode. Par exemple, peu importe la langue qu'on parle, quand on effectue quelque chose, on va savoir effectuer cette chose. Par exemple, j'ai pas besoin de savoir parler le français pour tricoter, si vous voulez. Là, c'est pareil. J'ai pas besoin forcément. C'est un plus, hein, ça veut dire que je vais comprendre ce que je vais faire, mais j'ai pas forcément besoin de parler la langue pour faire de l'encodage. Et tant que je comprends ce que je suis en train de faire, tant que je comprends les mots qui sont utilisés, les relations entre les éléments, le balisage, etc., tant que je comprends un minimum la structure de la langue de programmation, ça marche. Je suis pas obligée de parler anglais, en fait, comme on pourrait parler anglais dans nos vies de tous les jours. Voilà, c'est bien sûr que c'est un plus, mais dans le fond, la structure d'encodage des données se veut être universelle. Donc, c'est vrai que quand on en parle comme ça, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas créé une langue universelle, en fait, Mhm. pour l'encodage des données? Et c'est totalement pertinent comme question. Question à laquelle je n'ai pas la réponse, je ne sais pas pourquoi on n'a pas créé de langage universel Oui. euh, pour l'encodage des données. Et je ne sais pas pourquoi c'est en anglais forcément. Mais enfin, c'est parti d'initiative, en fait, c'est parti de projets. C'est des projets de recherche qui étaient portés par des laboratoires américains, anglais, anglophones, et ils ont créé des structures, ils ont créé des modèles, ils les ont créés dans leur langue. Donc le modèle est en anglais, mais tant que je comprends le modèle et tant que je comprends ce qu'il fait, je suis pas forcément obligée de savoir faire une phrase sujet, verbe, complément. Vous voyez, Oui, c'est oui, mieux pour moi, mais donc oui, dans le cadre de mon travail, forcément, je parle anglais de toute manière parce que c'est mieux quand on fait de la recherche internationale. oui, Mais la structure, le langage vraiment de l'encodage de données, tant qu'on comprend la structure, on peut s'en sortir. oui. Mhm. Merci. Je crois qu'il y avait une autre question. J'ai vu une main se lever. Oui, je voulais dire, c'est l'anglais parce qu'il faut une norme pour arriver à parler. La norme des créateurs, ça a été l'anglais, puisque Mm, c'est le mythe qui est le plus. Et résultat, on se retrouve avec tous les identifiants, par exemple, sans accent, sans exact. graphie française. Et ça, moi, ça me pose problème par rapport au français, mais par rapport à toutes les langues qui ne sont pas même avec des alphabets latins, C'est vrai. et puis avec des alphabets qui ne sont pas forcément non plus écrits Mm, parce qu'il y a des langues orales. Et dans ce cas-là, on ne peut pas intégrer leurs données dans ces triplets, dans cette donnée. c'est vrai. Et la question que je voulais vous poser, c'est comment vous faites en sociologie ou en histoire, enfin en sciences humaines, pour, euh, comment dire, intégrer des signifiants qui ne sont pas forcément faciles à... Je pensais comment est-ce qu'on va pouvoir représenter, par exemple, l'anxiété. C'est-à-dire, est-ce qu'on a Mm. des identifiants pour des concepts? Alors, on en a. D'ailleurs, je peux vous les montrer. J'ai cité l'ontologie tout à l'heure. On essaye en fait de plus en plus d'être proche des humains dans la description de nos concepts et dans nos ontologies. Et tout à l'heure, j'ai mentionné l'ontologie qui s'appelle CORC, qui s'écrit CWRC. Et en fait, cette ontologie-là, c'est à la base, elle est née d'un projet et elle décrit tout un tas de relations et elle donne tout un tas d'indicateurs pour décrire des personnes. Alors attendez, je vais essayer de vous la retrouver, ce sera plus parlant de le voir. Hop. Ontologie. Alors pour les états spirituels, on n'en est pas encore là, mais on fait des progrès sur tout ce qui est... Hop, je vais vous partager mon écran. Tac. Pour tout ce qui est la description, l'appartenance culturelle et l'identité culturelle Mhm. des personnes.
notamment avec cette ontologie-là, vous voyez, CWRC, qui s'efforce d'offrir un panel de descripteurs très large, très vaste et très fin pour décrire des gens. Donc, par exemple, vous allez voir, vous avez un descripteur qui concerne l'héritage géographique d'une personne, on pourrait, dans l'occurrence. Mais après, voilà, vous allez avoir des descripteurs qui expriment des relations de parenté qui sont très, très abouties. Là, par exemple, demi-frère, demi-sœur. Là, vous voyez, un descripteur a eu un engagement activiste. Enfin, voilà, vous avez vraiment des choses qui sont très, très fines dans ce cadre-là. Vous avez même voilà, un descripteur a eu une relation érotique avec. Donc voilà, on y arrive. Il y a des choses qui se font dans le traitement de l'individu de manière beaucoup plus fine et détaillée. Mais voilà, on n'en est pas encore à décrire des états spirituels tels que l'anxiété, c'est vrai. Mais un jour, on y arrivera. Peut-être qu'un jour, on posera une relation, on Alors, se posera mettre quelque d'accord chose. sur Voilà, la description du c'est ça. concept dans chacun des langages, quoi. Par exemple, vous voyez là, il y a un descripteur intellectuel influence. Et ça, typiquement, le problème la force de cette ontologie, c'est qu'elle est très fine et qu'elle décrit des choses très précises, mais c'est qu'elle n'est pas majoritairement utilisée dans le monde de la recherche. Et ça, c'est un peu le même problème qu'on a avec tout, hein. C'est comme le référencement des sites sur Google, hein. Les sites sur lesquels les gens vont, c'est ceux qui sont le plus référencés et qui sont le plus haut dans la liste, on va dire. Là, c'est un petit peu pareil pour les ontologies. Il va y avoir les fichiers d'autorité qui sont mondialement utilisés et il va y avoir des ontologies comme celle-ci qui ont un contenu, qui sont d'une richesse inouïe, mais qui sont un petit peu moins connues et qui sont un peu moins utilisées. Donc, bon, après, c'est un peu un problème d'Internet, j'ai envie de dire. En général, il faut savoir se faire sa place, il faut se faire connaître, il faut prouver qu'on peut être utile au plus grand nombre. Et voilà, faut toujours être plus original et plus unique pour exister et se distinguer des autres. Voilà, je pense que si personne n'a plus de questions, on va pouvoir clore la séance. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. C'est très intéressant. Oui. Technique, mais très intéressant. Ouais, Oui. c'est un peu le C'est vrai. problème. C'est vrai que c'est vraiment un domaine très riche de réalisation, d'enseignement, et les moyens d'y arriver sont particulièrement indigestes. Donc voilà, on a beaucoup d'efforts, je pense. Mais franchement, en soi, ça n'existe pas depuis bien longtemps, hein. Si on fait l'historique du web de données, ça remonte à 20 ans tout au plus. Donc il y a beaucoup de progrès qui ont été faits entre 20 ans et maintenant. C'est-à-dire qu'au début, Internet, c'était déjà c'était à vocation militaire, hein, faut pas l'oublier. Et, euh, et après, ça s'est développé jusqu'à ce qu'on en arrive à aujourd'hui. Et ça évolue très très vite, mais on a encore beaucoup de progrès à faire, notamment dans la protection des données utilisateurs, etc. Donc voilà, données sensibles, toujours la même problématique d'éthique. Mais Je retiendrai votre exemple justement sur les Indiens du Canada. oui, Effectivement, les ancêtres chez les Indiens, comme en Afrique, sont plus importants font partie de l'individu. La liste des ancêtres des auteurs africains racontent souvent qu'un blanc se croit riche, mais il a déjà oublié le nom de son arrière-grand-père, quoi. ouais. Et la lignée familiale est une donnée super importante pour l'individu, pour l'existence pour décrire l'individu, et bien plus importante que chez nous, par exemple, le dossier médical. Donc les RGPD ne s'appliquent pas du tout de la même façon. Ouais, moi je trouve ça vraiment aussi super intéressant tout ce qu'ils font au Canada autour de leur population autochtone, parce que c'est des gens qui ont souffert et
ils sont victimes du progrès et ils en ont peur. Et là, quand on a des chercheurs plein de bonne volonté qui vont vers eux, qui leur disent, écoutez, je ne suis pas comme les autres, moi je veux vraiment vous aider, vous protéger, etc. En fait, il y a des problèmes de confiance et après on a des problèmes de partage de données, etc. Et Ça fait 4 siècles qu'on leur dit ça. c'est ça, hein. Donc bon, il y a eu beaucoup de souffrance mais là il y a des belles choses, il y a des très beaux projets en cours à propos des populations autochtones au Canada et je pense que ça va vraiment aboutir à de belles choses. Voilà. Oui. Voilà. Au revoir. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir.